Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Depuis quelques mois, à chaque fois que je rencontre un responsable politique, un maire, parfois même un maire de ville moyenne, de petite ville moyenne, celui-ci me fait part de ses inquiétudes sur le trafic de drogue. Et c'est aujourd'hui quelque chose de patent. C'est par exemple la une du Parisien suite à l'attaque mardi dans l'heure du fourgon pénitentiaire. Eh bien, on voit que ces narco-tueurs, explique le Parisien, sont sans limite avec bien sûr des victimes, puisque ceux-ci n'ont pas hésité à tuer de sang-froid 2 agents. Pour en parler, je vous ai invité Eric Serfas, bonjour. Bonjour. Vous êtes un personnage important de la lutte contre ces narcotrafiquants. Vous êtes procureur adjoint chargé de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. C'est un terme long, mais j'aimerais que vous l'explicitiez, puisque il correspond à un organisme mal connu, la Junalco. Exactement, effectivement, on dit la Junalco. La Junalco est une entité qui est assez jeune, qui remonte à 2020. Donc sa création remonte à 2020, suite à une évolution législative de 2019, et elle relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Et donc elle concerne le parquet de Paris, avec un certain nombre de magistrats. Elle concerne également des juges d'instruction spécialisés à Paris, et également des chambres correctionnelles qui sont spécialisées. Pour ce qui est du parquet, il est important de dire que la Junalco regroupe plusieurs sections qui sont chargées à la fois de la criminalité organisée, notamment le narcotrafic, dont on reparlera, également de la criminalité organisée financière, qui est tout à fait liée avec la criminalité organisée, évidemment, et également la cybercriminalité. Et la transversalité de ces sujets est traitée par la Junalco, et c'est important de le rappeler. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Eric Serfas, qu'on s'est dit que le narcotrafic était à ce point hors de contrôle qu'il fallait un parquet spécialisé? Je ne sais pas si vous êtes protégé particulièrement, si on a jugé que vous étiez particulièrement incorruptible pour lutter contre ce fléau. Alors, le narcotrafic fait partie des criminalités organisées, de la criminalité organisée. C'est sûrement la facette aujourd'hui la plus visible du crime organisé. La protection n'est pas particulière parce que le narcotrafic n'est qu'une facette de la criminalité organisée, même si aujourd'hui c'est la facette la plus visible dans notre pays par ses manifestations violentes et par sa puissance économique et corruptive. J'ai découvert dans le Parisien un nouveau néologisme, alors je m'entraîne à le dire depuis ce matin très tôt, la mafiasisation de la France. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Serfas ? Alors je ne me suis pas entraîné pour répéter le terme, donc je m'y abstiendrai. Je dirais que oui, c'est une tendance, assurément, parce que le narcotrafic concerne tous les territoires de la République, parce il est très international, parce qu'il a des manifestations violentes très régulières, et parce qu'il a une puissance financière et de corruption qui aujourd'hui peut mettre en danger l'état de droit. Et je crois que c'est vraiment les traits qui définissent le risque d'évolution vers la mafia. Quel regard vous portez sur l'attaque du fourgon pénitentiaire mardi ? Alors, je serai très sobre sur cette affaire qui est une affaire dramatique, lourde, sensible et surtout une affaire judiciaire en cours. Et donc, il y a une personne qui est aujourd'hui légitime pour s'exprimer sur cette affaire, c'est la procureure de la République de Paris, Madame Bécuot. Voilà. Je ne me prononcerai même pas pour interpréter quelle est la facette de la criminalité que cela révèle. Moi, j'allais vous demander de vous exprimer là-dessus, évidemment. Ce que je peux dire simplement, c'est que nous le savons, des conditions d'intervention extrêmement violentes. Ça signifie que dans la criminalité organisée, la vie n'a pas de prix pour les attaquants et qu'effectivement, il peut y avoir des manifestations extrêmement violentes. Voilà. Bon, je vais essayer de déplacer un peu ma question, Eric Serfas, vous qui êtes procureur dans cette lutte contre les narcotrafiquants. Pensez-vous qu'il y ait véritablement des changements de méthode? A-t-on affaire à des individus de plus en plus violents, de moins en moins sensibles à la loi et aux limites? La question est de savoir si c'est une approche par l'individu ou par les groupes criminels organisés. L'objectif de la Junalco, c'est pas simplement d'approcher les individus, c'est de démanteler le crime organisé. Et donc, par exemple, la Junalco ne considère pas comme prioritaire la course au maximum de produits de drogue saisis.
L'objectif de la Junalco, c'est de démanteler les groupes criminels organisés, qu'ils soient dans le narcotrafic, dans la criminalité financière et dans les autres facettes. Donc oui, il y a des individus de plus en plus violents qui sont les instruments de ces groupes criminels organisés, qu'ils soient mineurs, majeurs, plus ou moins proches du crime organisé, mais qui sont utilisés comme des instruments. Donc il y a des individus qui sont des outils qui sont complètement instrumentalisés, mais je pense qu'il faut insister pour dire que ce qui est important, c'est les groupes criminels organisés, internationaux, puissants et qui ont une puissance de corruption. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Éric Serfass, que ces points de deal, par exemple, puisque après une enquête extrêmement rapide, dans n'importe quelle ville de France, on vous dit rapidement où sont les points de deal. Donc j'imagine que si un kidam peut le savoir, les policiers le savent évidemment. Est-ce que ça veut dire que vous, le vous est collectif, il ne s'adresse pas seulement à vous, vous ne démantelez pas ces points de deal parce que ce que vous cherchez, c'est le réseau ou rien? C'est pas le réseau ou rien, mais le point de deal est une des manifestations du narcotrafic. Voilà. Et donc, nous nous intéressons au point de deal pour ce qui est des phases de la distribution de produits de la drogue. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien de nous attaquer aux groupes criminels organisés, c'est-à-dire le plus en amont possible, c'est-à-dire de remonter, comme on les appelle, aux barons de la drogue, à des personnes qui sont à la tête de groupes criminels organisés internationaux, qui ne sont plus nécessairement en France, qui peuvent être réfugiés dans d'autres pays. Et la chronique de tout à l'heure l'a rappelé, ce qui pour nous un combat tout à fait important. Mais alors justement, comment vous faites? Puisque on a la sensation qu'on a affaire à des réseaux criminels. Alors on a entendu parler du Maroc, mais il n'y a pas que ce pays, bien sûr, où se réfugient des trafiquants. Comment faites-vous pour réussir à démanteler des réseaux qui sont internationaux? Nous menons évidemment des enquêtes judiciaires avec des moyens, avec des enquêtes qui sont pendant la majeure partie de l'enquête secrètes, avec des moyens intrusifs par rapport à la liberté individuelle pour pouvoir pénétrer les groupes criminels organisés et les identifier le plus profondément possible pour pouvoir ensuite indirectement mener des opérations judiciaires qui permettent d'interpeller des personnes qui sont les plus haut placées dans la hiérarchie des groupes et surtout, si possible, pouvoir appréhender les avoirs criminels puisque c'est bien une économie du crime qui est extrêmement puissante. Mais alors ça veut dire que pratiquement vous pouvez arrêter quelqu'un avec la police marocaine? Alors effectivement, nous avons beaucoup de coopération internationale au sein de l'Europe et avec d'autres pays qui sont en dehors de l'Europe. Il y a des pays avec lesquels la coopération judiciaire marche très bien. Il y a des pays avec lesquels la coopération judiciaire est plus difficile, notamment pour obtenir des extraditions et des enquêtes. Ça peut être effectivement certains pays du Maghreb. Ça peut être également, vous l'avez cité tout à l'heure, Dubaï, où il y a un certain nombre de barons de la drogue qui sont aujourd'hui résidents, je ne sais pas s'il faut dire réfugiés, en tout cas qui, avec leur patrimoine criminel, vivent là-bas d'une manière inacceptable et que nous voulons appréhender. Alors, Dubaï revient très souvent, là aussi, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un lieu unique ou si c'est le lieu principal aujourd'hui, Éric Serfass, mais on dit par exemple que pour blanchir de l'argent, comme il y a quand même eu une lutte contre les paradis fiscaux, eh bien, l'un des derniers lieux où l'on peut le faire, c'est Dubaï. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le blanchiment concernant le narcotrafic est une question difficile à appréhender parce que l'argent part bien des points de vente et des points de distribution. Et donc l'argent en liquide part bien des points de distribution dans tous les quartiers et sur tout le territoire de la République. Et il arrive à un endroit, ou à plusieurs endroits, et notamment par exemple à Dubaï, sous forme de sommes extrêmement importantes et de patrimoine très important. La question est de savoir comment on peut appréhender ces flux qui partent tout près de chez nous et qui arrivent loin de chez nous. Et ce sont des flux par des moyens de blanchiment et par des moyens de compensation qui sont très complexes. Et les enjeux pour la police judiciaire, pour la justice pénale, c'est justement de pouvoir appréhender ces flux avec des moyens aujourd'hui qui sont insuffisants. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, Éric Serfass, ça veut dire que cet argent qui est donc payé par les consommateurs de drogue en France, il n'est jamais déposé sur des comptes en banque français ?
Non, effectivement, ce ne sont pas sur des comptes bancaires qu'on pourrait appréhender tout de suite. Donc il y a une... Appréhender, non, mais est-ce qu'il est déposé sur des comptes bancaires malgré tout? Est-ce qu'il est utilisé dans des lessiveuses françaises, autrement dit des magasins, des moyens de blanchir cet argent? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est de l'argent liquide, puisque le consommateur de drogue va payer en billets. Et donc, c'est de l'argent qui est aujourd'hui blanchi dans l'économie légale, d'abord en France, à travers des entreprises qui servent effectivement de vecteurs de blanchiment, qui peuvent être des commerces, qui peuvent être des centres importants. Aujourd'hui, au tribunal judiciaire de Paris, est rendu le délibéré concernant le CIFA d'Aubervilliers. Voilà, une affaire qui remonte à quelques années. Le CIFA? Le CIFA, c'est-à-dire le centre, c'est le centre international franco-asiatique, je crois. Voilà. Donc, une entreprise bidon qui était là pour... c'est un centre, donc c'est pas une entreprise bidon, simplement c'est un groupement de beaucoup de commerces. Voilà, qui viennent avec des importations qui viennent du sud-est asiatique. Mais il avait une activité économique autre que le blanchiment? Qui a une activité commerciale tout à fait officielle, mais qui est un vecteur de blanchiment. Pourquoi utiliser ce type de processus alors qu'avec les crypto-monnaies aujourd'hui, on peut avoir des mécanismes performants, Éric Serfass? C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que le commerce est un vecteur de blanchiment, les cryptoactifs sont également un vecteur qui permettent de dissimuler les avoirs criminels, parce qu'effectivement ça échappe au dépôt bancaire, mais il y a aussi une certaine traçabilité des cryptoactifs. Donc, et c'est pour ça que une partie de la Junalco travaille dans la cybercriminalité et travaille sur les cryptoactifs pour essayer justement de tracer ces flux. Et donc c'est important de dire que justement la lutte contre le blanchiment par les cryptoactifs est consubstantielle à la lutte contre le narcotrafic. Traçabilité, en quelques mots, c'est une traçabilité relative. Parce qu'ils sont traçables lorsqu'ils sont convertis. C'est-à-dire que le principe de la blockchain, c'est qu'il y a... La blockchain, c'est ce qui permet de suivre ces cryptoactifs. Voilà. C'est qu'il y a une traçabilité et c'est ce qui fait la crédibilité, entre guillemets, des cryptoactifs. Et donc, il y a des systèmes pour, effectivement, pouvoir les suivre avec une efficacité, certes relative, mais qui permet d'appréhender. Éric Serfass, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes procureur adjoint chargé de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. On évoquera la manière dont la France est aujourd'hui gangrénée par cette économie du crime. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Voilà, Jean Lémarie vient de l'évoquer, la violence fait irruption dans la campagne des européennes. Cette violence, c'est notamment celle des narcotrafiquants. On le disait depuis quelques semaines, quelques mois, il y a de plus en plus d'importance du trafic de drogue, et notamment dans les villes moyennes, petites villes françaises. Le Parisien fait sa une suite à l'attaque mardi dans l'Eure du fourgon pénitentiaire à ces narcotueurs qui seraient désormais sans limite. Nous sommes en compagnie d'Éric Serfass, procureur adjoint chargé de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Et nous accueillons Clotilde Champérage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de l'économie criminelle, maîtresse de conférences au Conservatoire national des arts et métiers. Votre dernier livre s'intitule « La face cachée de l'économie, néolibéralisme et criminalité aux presses universitaires de France ». Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie. La France est-elle en train de s'en sauvager du fait notamment de cette narcocriminalité, ou bien s'agit-il d'un effet de perspective ? La violence attire les regards médiatiques en particulier. Donc c'est vrai qu'il y a des réactions qui sont suscitées, y compris de la population qui, quand elle est ciblée elle-même ou quand ce sont des agents de l'État qui sont ciblés, le discours change par rapport à des règlements de compte où on se dit ils se tuent entre eux et finalement c'est leur problème. Après, je pense que la peur n'est pas une façon de gérer sur le long terme les problématiques. La sanction existe. La sanction, elle a un double rôle. Elle doit punir ceux qui ont enfreint la loi, mais elle doit aussi dissuader. Et pour dissuader, il faut aussi s'appuyer sur une légitimité. Et la question de la légitimité de la loi, de la légitimité des institutions, c'est ça qui me pose véritablement problème. Légitimité, qu'est-ce que vous voulez dire ? Le fait qu'il y ait une banalisation du non-respect de la loi
indépendamment d'une violence ostensible, moi ça me pose problème. Il y a ce fait qu'on consomme de plus en plus de stupéfiants alors que c'est interdit. On a aussi, c'est dans un autre registre, mais les refus d'obtempérer qui augmentent. Ça aussi, c'est considéré. Comment l'expliquez-vous ? J'ai l'impression qu'on est dans une société où les barrières morales, éthiques ne sont plus intériorisées. Et il y a un discours économique aussi qui est porteur de ces dérives, où c'est la maximisation de l'utilité personnelle, je fais ce que je veux quand je veux. Et il y a une problématique de restauration de ce que c'est qu'un État, de ce que c'est qu'une autorité, mais une autorité légitime et pas une autorité par la peur. Éric Serfas, je rappelle que vous êtes procureur. Mon camarade Jean Lémarie donnait à entendre les mots de Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, qui disait « La justice ne fait plus peur ». Avez-vous l'impression que la justice ne fait plus peur ? Je dirais que, pour reprendre plus globalement ce sujet de la violence et de l'apparition de la violence et de ces manifestations, que c'est évidemment des questions qui interrogent toute la société, c'est-à-dire de l'individu aux politiques en passant par les familles, par l'éducation et aussi par la justice et par la justice pénale. Mais soyons clairs, la justice pénale ne peut pas être l'unique réponse aux manifestations de violence, parce qu'il y a aussi des racines, et que la justice pénale est là pour une certaine partie, c'est le rôle du parquet de prévenir, mais essentiellement, c'est le rôle que la loi lui attribue pour réprimer. Et la répression, fût-elle beaucoup plus sévère, ne peut pas être la seule réponse à ces manifestations de violence, quand bien même elle est tout à fait nécessaire. Mais il y a par exemple un anthropologue, Howard Becker, qui parlait de carrière de délinquants et au travers d'un certain nombre de reportages, on a l'impression que de plus en plus d'individus se construisent une carrière de délinquant, c'est-à-dire que finalement la peine pénale n'est plus quelque chose qui les dissuade. Dans votre exercice quotidien, vous en rencontrez de plus en plus des gens comme ça ? Il y a une professionnalisation des délinquants dans les groupes criminels organisés. Après, la question aussi en termes de sociologie et de psychologie, c'est de savoir quand est-ce qu'un individu s'arrête dans une carrière de délinquant. J'ai été par le passé juge de l'application des peines. Et donc c'était très intéressant d'observer, de savoir si à 25-30 ans, un individu s'arrête parce qu'il a des conditions professionnelles ou familiales qui vont constituer des facteurs. Voilà. Certains oui, certains non. Mais est-ce que de comment plus en répondre plus et pourquoi certains non ? Oui, voilà. Et je n'ai jamais trouvé la réponse de savoir quel était le facteur essentiel qui pouvait arrêter cette carrière. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, même la peine d'emprisonnement, même le risque de peine lourde, n'arrête pas certains individus dans les manifestations de violence et dans la carrière de délinquants. Oui, parce que c'est une vraie question, Clotilde Champérage. Vous êtes économiste. Il y a de plus en plus de travaux dans ce domaine-là. Alors, par exemple, des travaux américains, Sudhir Venkatesh, qui avait suivi des vendeurs de crack et qui disait, voilà, finalement, les jeunes vendeurs de crack, ils ne gagnent pas plus qu'au McDo. Évidemment, les risques sont différents, plus importants qu'au McDo, mais finalement, on a affaire à une économie qui est stratifiée avec de très fortes inégalités. Qu'est-ce que vous observez en France, puisque la plupart de ces enquêtes, elles ont été faites aux États-Unis ? Oui, en France, en réalité, il y a très peu de travaux. Déjà, les économistes n'abordent pas le sujet. On fait un cursus en économie licence master sans jamais entendre parler d'économie criminelle. Donc, il y a quand même un angle mort monumental, ce qui se traduit aussi en termes de recherche, pas de travaux. Donc, sur les carrières criminelles, en plus, les économistes ne sont pas forcément les plus adaptés. Le modèle économique, c'est celui de la rationalité du comportement criminel. C'est-à-dire qu'on a un individu maximisateur qui, face à deux options qui sont mises exactement sur le même plan, quand je parlais des barrières éthiques non intériorisées, le discours économique est porteur de ça. Vous avez le choix entre enfreindre la loi, respecter la loi, vous faites un calcul, maximisation d'utilité. Et ça, c'est considéré plus les arrêts de travail. Oui, peuvent être importants dans le cadre de mais c'est criminelle. comptabilisé, c'est un des coûts. Et puis il y a les bénéfices et il y a un arbitrage qui fait que l'individu est complètement isolé de son milieu et il raisonne au coup par coup. Donc on n'est pas sur la durée et sur ses carrières, alors que la réalité, quand on lit des autobiographies de truands, ils expliquent que c'est un peu un engrenage, ils réfléchissent pas au premier coup, ils se disent une fois qu'ils gagnent, donc ils y vont, après ils sont en prison, ils se disent finalement j'avais pas bien anticipé les conséquences. Et alors, en grande masse, est-ce qu'on est capable au moins de quantifier les sommes qui sont aujourd'hui mobilisées par ce trafic ?
Alors, pour les stupéfiants en particulier, on a des estimations, mais rien que la fourchette montre qu'on ne sait pas trop, on navigue à vue. C'est entre 3,5 et 6 milliards d'euros pour la France. Donc des sommes énormes, mais une fourchette très large qui montre qu'on a du mal à appréhender le sujet. La fourchette est large, mais ça concernerait aussi combien de personnes? Parce que Alors, il y a des chiffres aussi, mais voilà, on dit qu'en France, il y aurait 240 000 personnes qui vivraient autour de ces trafics. Mais qu'est-ce qu'on appelle vivre de ces trafics? Encore une fois, et je pense qu'il y a des valeurs criminelles qui sont véhiculées, y compris dans la sphère de la culture, avec des séries qui exaltent un peu ces personnages criminels. D'ailleurs, il y a des organisations criminelles qui vivent aussi de ces mythes, hein, je pense aux mafias. Et ça donne l'impression qu'il y a de l'argent facile à faire quand on voit les petits dealers, les jobbers qui vendent au consommateur final, ils ne vivent pas bien du tout. donc c'est ceux-là qui avaient suivi Soudir Venkatesh et qui effectivement à Chicago vendaient du crack. Mais peut-être que là aussi il y a effectivement un bénéfice symbolique qui est plus important pour eux que le seul bénéfice financier. Je pense qu'il y a l'espoir de monter en grade et de faire une carrière un peu à la Scarface, mais combien arrivent là et puis quand s'arrête leur vie aussi? Scarface, ça ne se terminait pas bien dans mes souvenirs. Voilà. Éric Serfass, on entend dire que vous, magistrat, policier, chargé de la lutte contre la criminalité, vous avez l'impression de vider la mer à la cuillère. Soyons francs, on ne va pas résoudre le problème ni de la délinquance ni du narcotrafic. Pardon. Voilà, c'est une question de la délinquance qui intéresse toute la société. Voilà. Il est clair que notre but, c'est de lutter plus efficacement contre les groupes criminels organisés qui mènent le narcotrafic. Vous mettiez le doigt tout à l'heure sur l'angle d'attaque important qui est l'économie du crime et la nécessité de pouvoir attaquer le narcotrafic par ses profits qui sont aujourd'hui très importants et qui constituent des puissances financières très importantes. Donc on ne résoudra pas du jour au lendemain la question du narcotrafic. La question est de savoir comment on peut être beaucoup plus efficace et de quels moyens il faut disposer pour pouvoir lutter plus efficacement. Mais alors, est-ce que vous ne vous dites pas certains jours, si déjà on légalisait la vente de cannabis, au moins au lieu d'utiliser des lessiveuses et des crypto-devises, ces gens-là, ils rempliraient un CERFA et une déclaration d'impôt? Le rapport qu'a rendu le Sénat montre très bien qu'aujourd'hui, les stupéfiants concernent beaucoup de produits, le cannabis, mais aussi en croissance très forte ces dernières années, la cocaïne. Donc la question de la légalisation ou de la dépénalisation, je ne me prononcerai pas fondamentalement. J'observe simplement que les pays qui font des expériences n'ont pas résolu la question du narcotrafic. J'observe aussi que en France, où il y a effectivement une certaine répression de la consommation, en tout cas dans les textes, parce qu'en réalité, il y a des alternatives aux poursuites qui se traduisent par des soins obligatoires la plupart du temps, voire quelques amendes. Bon, en France, ça n'a pas non plus résolu le problème. Voilà, pour moi, la question de la légalisation ou de la dépénalisation n'est pas une question essentielle par rapport à la question de la lutte contre les groupes criminels organisés. Nous avons des pays producteurs de drogue, nous avons des consommateurs, et des deux côtés, quelque chose de massif et en croissance. Au milieu, nous avons les trafiquants. Nous, notre rôle, c'est de s'attaquer aux trafiquants, mais nous voyons bien que cette question concerne en aval et en amont des trafiquants des questions essentielles. Clotilde Champérage, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la légalisation, elle ne résoudra pas le problème. Légaliser, c'est pas libéraliser et rendre le produit vendable par n'importe quel producteur. C'est encadrer par l'État la vente en limitant par exemple l'accès aux majeurs ou une consommation purement thérapeutique, etc. Donc, et puis en arrachant, en tout cas en théorie, en arrachant cette vente, ces commerces-là à la narcocriminalité. Non, parce que justement, à partir du moment où il y a encadrement, il y a aussi contournement de l'encadrement.
C'est-à-dire le mineur qui voudra fumer, celui qui n'en a pas besoin pour des raisons thérapeutiques, il voudra quand même le produit. Donc il y aura un circuit parallèle malgré tout. Et puis légaliser, éventuellement, on peut en parler pour le cannabis. Ceci étant, le cannabis n'est plus du tout une drogue légère. Hein. La teneur en THC a flambé. Et ça, c'est une volonté des narcotrafiquants, hein, d'augmenter cette teneur en THC. Et puis, il y a la cocaïne. Légaliser la cocaïne, est-ce qu'on en parle sérieusement? Les nouveaux produits de synthèse qui sont extrêmement violents, le fentanyl qui tue massivement aux États-Unis. Donc on reste quand même sur des produits pour lesquels il y a une raison de les avoir interdits. C'est pas une entrave à la liberté personnelle que d'interdire ces produits, c'est une protection des citoyens en disant ces produits-là sont dangereux pour la santé, pour soi-même le consommateur, pour les autres aussi, parce que conduire sous l'emprise de stupéfiants, ça a des conséquences sur les autres qui n'ont pas demandé à être des victimes. Vous avez l'addiction aussi qui est une véritable problématique. Donc légaliser ne résoudra pas le problème. Et en plus, on a affaire à des organisations criminelles qui sont de plus en plus multi-activités. C'est-à-dire qu'on leur retire le cannabis, ils ont encore la cocaïne, ils vont développer les nouveaux produits de synthèse, mais il y en a de nouveaux quasiment tous les jours. Et puis, ils sont aussi sur le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes, etc. Donc ça ne les atteindra pas. Et là aussi, le fait que les consommateurs puissent s'approvisionner de différentes manières, puisque donc on peut aller faire ses courses au pied d'un immeuble, on peut aussi le faire via Internet. Clotilde Champérache, alors là, je vais vous demander à nouveau, qu'est-ce que l'on sait sur ces différents modes d'achat de produits donc stupéfiants? Les organisations criminelles sont extrêmement résilientes. Alors c'est vrai qu'elles n'ont pas l'entrave du respect de la loi, donc elles peuvent faire un peu tout ce qu'elles veulent. Elles ont énormément appris du Covid, ce qui explique aussi... Qu'est-ce qu'on a appris pendant le Covid à cette époque? Qu'on ne pouvait plus dealer parce que là, on devenait extrêmement visible. Donc il fallait approvisionner le client, qui encore une fois est un client addict. Donc, qui a besoin de ces doses. Donc, il va falloir lui procurer la marchandise. Et vous avez les réseaux sociaux, vous avez le darknet, vous pouvez commander en ligne vos produits. On ne peut pas contrôler tous les produits, tous les colis postaux. Donc, et en plus, ça... Vous avez une idée des différents circuits de distribution de la drogue? Les réseaux sociaux, il y a des oui, mais réseaux en termes de pourcentage. En pourcentage, non, on ne sait pas, parce qu'on reste beaucoup aussi sur les anciens systèmes. Enfin, quand l'OFAST dit qu'il cartographie les points de deal, je ne sais pas si c'est encore si pertinent que ça. Pourquoi? Parce que justement, on a cette distribution à domicile. Pourquoi les campagnes commencent à consommer aussi de plus en plus massivement? C'est que dans les campagnes, le point de deal, ce n'était pas possible. Il y a une visibilité interpersonnelle qui limitait l'expansion du phénomène. Il fallait aller en ville pour s'approvisionner. Certaines personnes ont peur de la stigmatisation aussi. Être vu sur un point de deal, ça peut être un problème par rapport aux relations humaines que l'on a par ailleurs. Si on est livré à domicile, tout est extrêmement plus simple. Éric Serfass. L'économie de la drogue est un marché. Et donc, s'il y avait un mouvement vers la dépénalisation ou la légalisation, il y aurait des phénomènes concurrentiels qui feraient que des trafiquants seraient sur la teneur psychoactive, sur les prix, peut-être plus concurrentiels, ou sur la distribution cachée, plus concurrentielle que l'économie légale. Et puis, les organisations criminelles sont agiles. Ça, c'est un fact, c'est quelque chose de très important. Et donc, elles s'adaptent au marché, y compris au marché de distribution, par la poste, par la livraison au domicile, par les réseaux sociaux où quelqu'un, avec son téléphone, va voir que, il y a des points de vente qui sont à 50 mètres, 100 mètres, 2 kilomètres de chez lui et qu'il peut adapter son choix selon ce qu'il veut. Mais vous êtes procureur Éric Serfass. Je vais quand même vous poser une question de psychologie. Vous avez comme clients, disons, les criminels que vous poursuivez, sont aujourd'hui des criminels, mais des criminels dotés d'un certain nombre de compétences en termes de business, pour certains d'entre eux en tout cas, puisqu'ils réussissent des opérations de plus en plus complexes, des opérations de blanchiment d'argent, de rapatriement d'argent. On voit bien qu'ils ont une certaine inventivité en termes de finances ou de paracomptabilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un jour de bons commerciaux? Peut-être s'ils manifestaient
le souhait de vouloir s'inscrire dans une place normale dans la société qui obéit à une certaine discipline. Une place normale, peut-être pas, mais si le produit qu'ils vendaient était légal et donc s'ils pouvaient poursuivre les mêmes bénéfices, mais en déclarant leurs impôts, en évitant de tuer leurs prochains, est-ce que ça, c'était envisageable? La question, c'est les mêmes bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'économie légale, il y a un certain nombre d'obligations, et concrètement, par exemple, de cotisations sociales, de prélèvements obligatoires, dont on sait qu'en France, ils sont d'environ une bonne moitié. Voilà. Or, les bénéfices procurés par la drogue sont des bénéfices non pas nets, parce qu'il y a le coût du produit, même si, par exemple, la cocaïne, quand elle part d'Amérique du Sud, coûte peu. C'est le transport, et puis ensuite, c'est la rareté et le risque qui va faire le prix. Et donc ensuite, quand on vend la cocaïne à 50 € ou 60 € le gramme, et le cannabis à peu près 7-8 € le gramme, ça fait des profits énormes, voilà, et qui ne pénètrent pas directement dans l'économie légale fiscale et sociale. Justement, Clotilde Champérache, est-ce qu'on connaît les marges de ces trafiquants lorsqu'on parle de ces différents produits? Vous avez dit que le taux en THC du cannabis était en nette croissance. Est-ce que ça coûte plus cher à produire un cannabis à fort taux de THC? Est-ce que ces marges sur les nouveaux produits, le fentanyl, les différentes drogues de synthèse, sont des marges en augmentation? Alors, sur le cannabis avec un taux de THC plus important, là où il y a eu dépenses, c'est pour justement modifier génétiquement les plantes. Donc là, il y a eu un investissement sur lequel on n'a aucune information, on ne sait pas combien ça a coûté. Après, ça reste de la culture traditionnelle. Par contre, ce qui pose problème, c'est que ces plants modifiés demandent une irrigation beaucoup plus importante. Quand on a un pays producteur qui est le Maroc, qui est régulièrement touché par la sécheresse, on va aggraver des difficultés économiques, environnementales majeures. Donc le coût pour nos sociétés, il est plus lourd aussi. Donc les trafiquants s'enrichissent, mais la société dans son ensemble y perd. Sur les nouveaux produits de synthèse, il y a des produits qui sont pas très difficiles à produire. Vous fournissez en précurseurs chimiques, vous avez des entreprises légales chinoises qui vous les fournissent, et après, vous pouvez synthétiser la drogue, mais dans votre garage. Donc ce ne sont pas des productions hyper complexes, et donc effectivement, si vous arrivez à les vendre relativement cher, par rapport à l'investissement de départ, les marges peuvent être importantes. C'est une bonne affaire et c'est quelque chose qui n'est pas contrebalancé par ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les arrêts de travail, les différents aléas qu'il peut y avoir dans ce métier qui, du point de vue donc des rubriques de faits divers, sont quand même des freins importants à ce métier. Oui, mais alors là aussi, c'est vrai que les organisations criminelles aiment l'argent, mais je pense que certaines d'entre elles, les plus dangereuses, aiment aussi le pouvoir. Et le pouvoir, ça implique parfois de dépenser à perte pour contrôler une population, contrôler un territoire. Et là, on bascule dans quelque chose d'extrêmement dangereux qui est la dissidence criminelle sur certains territoires, c'est-à-dire une population qui va se dire qu'il vaut mieux faire allégeance aux criminels qu'à l'État, parce que le criminel, il est présent sur le territoire, il crée des emplois, alors dans la sphère légale ou dans la sphère illégale, mais c'est lui qui va permettre cette économie de subsistance. Et là, on rejoint les 240 000 personnes qui vivraient de ces trafics. Ça crée une légitimité sociale, ça crée une adhésion, une défense du système. Éric Serfass. Pour situer la marge, on peut dire que lorsqu'on saisit 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes de cannabis, 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes de cocaïne, 1 tonne de cocaïne, c'est donc 1000 fois 1000 fois 50 €, 50 millions, 1 tonne. Eh bien, même quand on saisit autant, ça ne dissuade pas les trafiquants. Donc ça signifie que ça peut être passé en perte et qu'il y a quand même un profit énorme qui motive les organisations criminelles pour continuer. Voilà. Donc ça donne quand même une idée de la marge, du fait que quand d'énormes quantités sont saisies et détruites, ça ne détruit pas cette économie-là. Donc ça signifie aussi que le produit, on peut le saisir, et il faut le saisir, bien évidemment, mais c'est aussi cette économie qu'il faut pouvoir appréhender de façon plus efficace. Oui, là, on a eu des saisies massives, notamment de cocaïne, et ça n'a eu aucun effet sur le prix de la cocaïne, qui a même eu tendance à baisser.
Ce qui prouve bien, encore une fois, que Et alors, l'impact... comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il peut y avoir des économies d'échelle, ce genre de choses? Alors, la production de coca, de la matière base, a fortement augmenté. Et là aussi, il y a eu un effet Covid. Nous, on a vécu un confinement. L'Amérique latine a vécu des déplacements de population. Des populations extrêmement paupérisées qui ont quitté les terres agricoles, des narcotrafiquants qui s'emparent de ces terres, et puis aussi une population qui s'est dit que le revenu qu'elle pourrait tirer de ces plantations est important. En conclusion, Éric Serfass, est-ce que vous avez l'impression en tout cas d'être entendu en tant que professionnel de la lutte contre le narcotrafic? A-t-on pris la mesure aujourd'hui de ce fléau? Nous ne cessons effectivement de sensibiliser nos autorités pour développer non seulement les moyens de lutte, et c'est une chaîne, ça va de l'enquête policière jusqu'à la fin de l'exécution de les peines, en passant par le parquet, par les juges d'instruction, par les chambres correctionnelles. Ça signifie aussi pouvoir faire évoluer le droit pour que nous soyons aussi à la pointe que les trafiquants sur les moyens d'enquête et sur les possibilités techniques d'enquête. Un dernier mot, Clotilde Champérache. Ben, pareil, oui, il faut s'armer pour lutter correctement. Il faut comprendre qui on a en face de nous. Et je pense qu'il faut développer une approche par le crime organisé et non pas par le marché. Cibler que les stupéfiants, c'est passer à côté du problème. Merci à vous deux. Éric Serfass, procureur adjoint chargé de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Clotilde Champérache, la face cachée de l'économie, néolibéralisme et criminalité, c'est aux presses universitaires de France.